Il faisait gris ce jour-là. Le vent frappait les embarcations et la pluie ruisselait sur le visage des soldats. Certains hommes avaient la nausée à cause d'une mer déchaînée. Si, pour la plupart de ces jeunes gens, la guerre en Europe représentait une croisade épique, à la veille de se jeter dans le grand bain, malgré un entraînement d'1 an, une angoisse les envahit. Quand, pour certains, c'était le premier contact avec le feu, un certain nombre avaient déjà subi les redoutables défenses du mur de l'Atlantique, sur les galets de Dieppe. Le désastre de l'opération Jubilé avait marqué tous les esprits, du haut commandement aux simples soldats. Tout le monde connaissait les enjeux d'une telle opération. Sauf que contrairement à Dieppe, cette fois, c'était pour rester sur le sol de France. Les embarcations fonçaient. C'est alors qu'ils subirent le feu des défenses côtières. Certaines furent touchées par les obus de mortier, quand d'autres s'écrasèrent contre les obstacles de plage. Enfin, les barges arrivèrent sur la plage, les rampes s'ouvrirent et les hommes se jetèrent dans 1 mètre d'eau. Il était 7h45 du matin, ce 6 juin 1944. Les premiers Canadiens venaient de débarquer sur la plage de Juno, en Normandie. Leur jour le plus long venait de commencer. Cela faisait près de 4 ans que la forteresse Europe était tenue par l'Allemagne. L'Afrique du Nord avait été reprise à Rommel, la campagne d'Italie s'éternisait, et sur le front de l'Est, les Soviétiques avaient repris l'avantage. Mais chaque mètre gagné se faisait au prix de pertes terrifiantes. Depuis 1942, une vaste opération de débarquement sur les côtes françaises se préparait dans le camp allié. Moult scénarios avaient été étudiés et l'opération Jubilé, c'est-à-dire le raid des Canadiens sur Dieppe le 19 août 1942, avait servi de point de départ aux stratèges afin d'établir le plan de la plus grande opération amphibie de toute l'histoire. Les débats furent parfois houleux dans le commandement allié. Enfin, on s'accorda. La Normandie serait le lieu du débarquement. La région offrait de grandes plages de sable, elle était que moyennement défendue, et enfin, elle se trouvait entre 2 ports, Cherbourg et Le Havre. Les secteurs ouest furent dédiés aux Américains, avec les plages au nom de code d'Utah et d'Omaha. À l'est, on trouvait les plages anglaises, qui seraient Gold et Sword, et enfin, par manque de moyens humains chez les Anglais, les Canadiens seraient chargés de débarquer sur la plage de Juno. L'unité chargée de débarquer serait la 3e division d'infanterie canadienne, sélectionnée en juillet 1943 à cause de son expérience malheureuse à Dieppe. En face des Canadiens se trouvaient les hommes de la 716e division d'infanterie du général William Richter. Tout au long de la côte, des positions défensives avaient été installées, ainsi que de nombreux réseaux de barbelés et de champs de mines. Le plan initial voulu par le haut commandement pour le secteur de Juno était plutôt ambitieux. Le général Rathkeller devait faire débarquer sa division sur un secteur de 7 km de long, allant de Langrune à Courseulles-sur-Mer. Pour ce faire, la plage était alors découpée en 4 secteurs, d'est en ouest. Se trouvaient Namred, Namwhite, Nangreen, Mike Beach, elle-même découpée en 2 secteurs, Mike Red et Mike Green. La 7e brigade devait débarquer sur Mike Beach et Nangreen, pendant que la 8e brigade devait débarquer sur Nanwhite et Nanred. Après avoir percé le mur de l'Atlantique, les Canadiens devaient d'une part couvrir le flanc droit de la plage anglaise de Gold et d'autre part rejoindre les hommes de Sword avant d'attaquer l'ouest de Caen tout en capturant à leur passage l'aérodrome de Carpiquet. L'objectif canadien était donc d'écraser les défenses allemandes pour établir une tête de pont en sécurisant Courseulles, Bernières et Saint-Aubin, puis pousser sur 9 km à l'intérieur des terres afin de prendre Pierrepont, Colombie-sur-Thaon et Anguéry, pour ensuite prendre la route de Cambayeux, ainsi que sécuriser l'aérodrome de Carpiquet pour enfin se réorganiser et se préparer à une éventuelle contre-attaque allemande. Un plan bien ambitieux. À l'aube du débarquement,
l'immense concentration de bâtiments de guerre cache l'horizon. Le commodore Oliver, à bord de son navire, l'HMS Hillary, jette l'ancre à 10,5 km au large de Juno Beach. Les bateaux qui transportent la 7e et la 8e brigade jettent l'ancre un peu plus près de la côte. Et encore plus près se trouvent les navires chargés de bombarder les positions allemandes. Aux premières lueurs de l'aube, les bombardiers de la RAF et de l'US Air Force apparurent. La plage subit un bombardement final intense. Le littoral disparut sous un nuage de poussière avant de réapparaître. Puis, les canons navals entrèrent en action pour finir le travail. Pendant que les positions allemandes sont broyées sous les obus britanniques, les LCA se mettent en formation et commencent leur approche. La première vague se dirige vers la plage, mais elle a du retard à cause du franchissement des récifs. Il faut attendre que la marée montante recouvre suffisamment les obstacles naturels pour les franchir. Les obusiers présents dans les embarcations font feu au même titre que les LCT qui lancent près de 1000 roquettes. L'orage de feu et d'acier qui s'est abattu sur les positions allemandes laisse penser que rien n'a pu survivre. Mais les ouvriers du mur de l'Atlantique ont construit solide et les obus n'ont entamé qu'à 14% les défenses dans le secteur de Juno Beach. Il est 7h45. La marée est assez haute pour franchir les récifs. Les embarcations de la première vague se dirigent droit vers la plage. À 700 mètres du littoral, les Allemands, réorganisés grâce au quart d'heure de pause dû au retard créé par le franchissement des récifs et la fin des bombardements, commencent à faire feu avec les mortiers et les armes légères. Le fait de l'arrivée tardive de la vague d'assaut, les barrages de débarquement arrivent au milieu des obstacles de plage. Sur Juno, ce problème était inévitable à cause de la configuration de la plage. Les barges doivent donc toucher terre entre la marée haute et la marée basse afin d'éviter la majorité des obstacles, tout en donnant aux hommes la course la plus courte possible. Sur la droite de l'estuaire de la Seuil, sur Mike Beach, les deux compagnies des Winnipeg Rifles et la compagnie C du 1er Canadian Scottish débarquent aux environs de 7h49 sans appui des blindés. Les Canadiens sautent de leur LCA dans 1 mètre d'eau et sont directement engagés par les positions allemandes du WN-31. Les chars devaient débarquer 5 minutes avant l'infanterie pour les couvrir, mais leur arrivée était retardée à cause de l'état de la mer. Une partie des chars Didi sont lancés entre 900 et 1500 mètres de la plage au lieu des 7000 prévus. Le Fort Garry Horse dispose de 19 chars. Sur les 10 lancés avec succès, 7 arrivent sur la plage. 9 autres débarquent directement grâce au LCT. À peine arrivés sur la plage, ils engagent le duel avec les fortifications allemandes, ce qui permet à l'infanterie, directement sous le feu, de progresser plus facilement. La compagnie B du Royal Winnipeg se trouve directement en face du WN-31. Ils doivent franchir les 200 mètres qui les séparent entre la plage et les premiers réseaux de barbelés. Alourdis par l'eau, les Canadiens se mettent à courir pour échapper aux balles allemandes. Malgré les pertes élevées, ceux qui ont atteint la dune éventrent les barbelés avec les torpilles Bangalore, puis attaquent les défenses à la Sten et à la grenade. Les défenses sont peu à peu réduites au silence et la compagnie atteint le pont de la Seuil, le traverse pour commencer à nettoyer l'île formée entre le port et la rivière de Courseulles. Les pertes pour la compagnie sont conséquentes. 48 hommes sont tués et 85 autres sont blessés. Il ne reste que 26 hommes valides arrivés sur l'île. La compagnie D des Winnipeg a plus de chance. Elle débarque plus à droite du WN-31, traverse la plage, nettoie rapidement les positions allemandes, puis ouvre un passage dans le champ de mines pour pousser jusqu'à Grey-sur-Mer que la compagnie nettoie. À l'extrême ouest, la compagnie C des Canadian Scottish débarque à l'écart des points d'appui. Elle franchit la dune pour se diriger vers la casemate abritant un canon de 75 du WN-32 pour s'apercevoir que celle-ci était détruite par les bombardements de la Navy. La compagnie se dirige alors vers vous pour y nettoyer les positions allemandes. Sur la plage, 2 chars Didi sont détruits par les canons allemands, pendant que les autres se mouvent le long des dunes pour essayer de couvrir l'infanterie qui commence à progresser à l'intérieur des terres. Les chars ne peuvent pas les suivre, car les engins spéciaux ont 30 minutes de retard à cause d'une erreur de navigation. Quand enfin les blindés spéciaux arrivent, les fléaux ouvrent la voie. 2 des 3 chars crabes sautent sur des mines.
mais il faut encore attendre l'intervention de 3 havres pour traverser un gros cratère de 15 mètres de diamètre. Enfin, à 9h30, la sortie de plage est aménagée et les chars peuvent commencer leur progression. 20 minutes après la première vague, la compagnie de réserve débarque sur Juno. Les tirs sont toujours nourris et le seul moyen d'y échapper est d'avancer vers l'intérieur des terres. À gauche, la compagnie A du Royal Winnipeg marche vers Sainte-Croix-sur-Mer et la compagnie C vers Banville. Le reste des Canadian Scottish sont accueillis par un tir fourni de mortiers situé au-delà de Gray. Ils sont retardés par les champs de mines de la Valette, puis aux alentours de 9h30, ils rejoignent la compagnie C et commencent à avancer vers Sainte-Croix, où elle va rencontrer une forte résistance. De l'autre côté de la Seuille, le Regina Rifle Regiment débarque à 8h09, dans le secteur Nam-Green Beach. Contrairement à Mike Beach, les chars sont débarqués avant l'infanterie à 7h58. Sur les 19 chars lâchés à 4000 mètres, 14 ont atteint la sable de Normandie. À peine débarqués, le duel s'engage avec les blocos, qui tiennent la plage en enfilade, mais les chars arrivent à s'approcher par les angles morts et concentrent le tir sur les embrasures. Rapidement, les casemates sont mis hors de combat. It's kind of a rough deal. One man got crushed right between the ship and the landing craft as we were trying to get in. Practically all our boats got blown up or had to go back because of so much mines. But I remember on our boat that one of the guys got right up on the front of it and put his foot on one of those mines and pushed it back, or else we'd have been blown up too. L'appui des chars encourage les Regina Rifle. La compagnie A vire à gauche et nettoie les tranchées et les tobruk avec les chars, pendant que la compagnie B franchit les barbelés et s'empare de la voie ferrée. Coursol se trouve juste devant la plage. Les Canadiens n'ont plus qu'à traverser le fossé anti-char avant de pénétrer en ville, mais la compagnie A est encore aux prises avec les défenseurs allemands qui résistent grâce à leur réseau de communication souterrain. La compagnie C débarque à 8h35 pour rapidement entrer dans Coursol. La compagnie D arrive à 8h55 quand la marée recouvre les obstacles de plage. Les embarcations se retrouvent broyées et il ne reste que 49 hommes en état de combattre en arrivant. Les engins spéciaux avaient encore du retard et débarquent un peu plus à l'est. Les fléaux ouvrent une route à travers les dunes, suivis des havres pour combler les cratères et former, aux alentours de 9h30, 2 sorties de plage. Au cours de la matinée, les Regina Rifle continuent à nettoyer la ville pour pousser jusqu'au château qui abritait le WN-30. Tenu par des mitrailleuses, des mortiers et entouré de mines, la position fut rapidement neutralisée grâce à l'appui des chars. Le régiment poursuivit ensuite sa route vers le village de Rivière. Les Canadiens de la 8e brigade débarquent avec 20 minutes de retard sans l'appui des chars. Seuls les Havres débarquent avec l'infanterie. Les Queen's Own Rifle débarquent sur Nam White à 8h10. La compagnie B débarque devant le WN-28 à 180 mètres du point prévu. They were brave men. If there's any such a thing as a hero in D-Day, it was the first assault troops that went ashore. My tank on my right was right next to me. We both together. He hit a mine on his right boogie. But as soon as they found out that we were on the beach, they started shelling us. So we moved pretty fast. Pour les soldats canadiens, les 150 mètres à parcourir pour atteindre la digue sont les plus longs de leur vie. Les obus de mortier et les rafales de mitrailleuses balayent la plage. Les premières minutes sont terrifiantes. La traversée de la plage prend la vie à 65 Canadiens. Le seul espoir est de courir le plus vite possible jusqu'à la digue. Une fois celle-ci atteinte, la poignée de survivants s'attaque aux positions allemandes, mais leur faible nombre et l'incroyable résistance des Allemands rend la prise du WN-28 presque impossible, et il faut attendre l'arrivée des chars pour commencer à progresser. La compagnie A connaît un peu moins de problèmes. Elle subit des tirs des armes légères, fonce vers les dunes et franchit le réseau de barbelés. Un combat s'engage alors contre les positions allemandes qui sont nettoyées les unes après les autres. La compagnie avance ensuite à l'intérieur des terres, mais subit les tirs de mortier et le feu des tireurs embusqués dans les maisons de Bernières. La compagnie C et D du Queen's Own Rifle débarque encore une fois autour des obstacles de plage qui abîment les LCA. Mais les pertes sont minimes, car les Allemands sont trop occupés avec la compagnie A. Les deux compagnies, appuyées par les blindés qui ont enfin débarqué, commencent alors à nettoyer Bernières.
Les Royal Engineers, c'est-à-dire les hommes du génie canadien, connaissent quelques difficultés à cause des champs de mines et du canon de 50 qui détruit De Havre. Finalement, un crabe ouvre un passage jusqu'à la digue, et un Havre jette un pont à travers celle-ci. Second Bladé s'avance mais touche une mine. Le chemin dut finalement être dégagé à la main. Deux crabes continuent ensuite à ouvrir la voie jusqu'à la route. En moins d'1 heure, 2 sorties sont donc aménagées et ouvertes à la circulation. Le régiment de la Chaudière débarque sur Nahum Beach à 8h30. La compagnie A passe un très mauvais moment, entre les obstacles en acier et les tirs de mortier. La plupart des embarcations coulent dans la Manche et les hommes doivent rejoindre la plage à la nage. Finalement, une seule barge réussit à atteindre le rivage. La majorité des hommes arrivent sur la plage et rejoignent les Queen's Hunt Rifles sous la digue. Peu à peu, les défenses rompent et les 3 bataillons commencent à avancer à l'intérieur des terres, tout en luttant contre les défenses du WN-28, toujours actives. Sur la gauche, entre Bernières et Saint-Aubin, le North Shore Regiment débarque sur Namred Beach à 8h. La compagnie A débarque sur la droite, elle subit assez peu de pertes sur la plage avant d'atteindre la partie est de Bernières. Les tireurs embusqués dans les maisons et les mines causent quelques pertes durant la progression, mais rapidement le contact est établi avec le Queensland Rifle. Les 16 chars qui couvrent l'infanterie attendent que les engins spécialisés ouvrent la voie, mais les sapeurs mettent un temps considérable à établir une sortie. Le commandement de l'unité blindée finit par perdre patience, et vers 9h, il lance ses Sharman à travers les champs de mines. 3 chars sont touchés, mais les autres peuvent ainsi entrer dans Saint-Aubin et aider les fantassins du North Shore Regiment. Sur la gauche, la compagnie B doit neutraliser le WN-27 sur Saint-Aubin. Cette position domine le rivage. Elle a d'ailleurs causé de nombreuses pertes parmi les embarcations de débarquement. À peine les blindés sur la plage, ils subissent le courroux du canon de 50 mm. L'infanterie souffre peut-être davantage, dans un 100 mètres intense, sous le feu pour rejoindre la piètre abri qu'offre la digue. À l'arrivée, les Allemands prennent les Canadiens en enfilade et lancent des grenades près du parapet. Pour sortir de cet enfer, les Canadiens passent des torpilles Bangalore dans les réseaux de barbelés pour y effectuer des trouées. La compagnie B s'efforce ensuite de rentrer dans les rues de Saint-Aubin pour prendre les défenseurs à revers. Mais les Allemands ne comptent pas se rendre aussi simplement, et malgré les chars, l'avance se fait que très lentement. La compagnie C et D débarquent un peu plus à l'ouest de la baie, ce qui leur permet d'éviter la majorité des tirs du WN-27. Les 2 compagnies avancent rapidement et sécurisent le sud de Saint-Aubin, puis commencent à se diriger vers la station radar de Douvres. À l'extrême est de la plage, le 48e Royal Marines Commando débarque à 8h45 dans le chaos. Arrivant sous le feu ennemi, les commandos perdent 3 de leurs 6 LCI à cause des obstacles de plage. Le débarquement est une catastrophe, les Canadiens ne tiennent pas la plage. Les commandos doivent alors se lancer dans une course folle pour atteindre la digue. Au moment du regroupement, il ne reste que 60% d'hommes valides. Après que les Canadiens aient réussi à percer les défenses allemandes, les commandants commencent à progresser vers le WN-26, qui doivent neutraliser avant de continuer à avancer pour établir le contact avec les hommes de Sword. Mais la position de Langrune stoppa net le 48e commando. Chaque maison avait été transformée en forteresse. Des mines et des réseaux de barbelés protégeaient le point d'appui. Les Allemands sont aucunement décidés à se rendre. Les commandos ne peuvent progresser à cause du manque d'hommes et par manque de moyens matériels. Et les 2 chars Centaure, arrivés après le début des combats, n'ont que peu d'effet. L'un d'eux saute même sur une mine. Le commando reste devant le WN-26 toute la journée. Les pertes s'élèvent alors à plus de 50% pour le plus maigre bilan du secteur. À midi, les défenses allemandes sont incontestablement percées. Et même si la totalité des retranchements ne sont pas encore neutralisés, les unités les plus avancées avaient déjà fait 3 km. Le premier objectif, la ligne Oui, est atteint, et la progression vers la ligne Helm, à 9 km, est lancée. Les pertes sont moins élevées que prévu, mais l'avancée est plus lente que le voulait l'état-major. À 10h50, le général Keller porte son choix sur Bernières pour débarquer la 9e brigade. Le problème, c'est que sur Namwhite, le secteur n'est qu'insuffisamment sécurisé, ce qui laisse qu'une seule sortie praticable. La 9e brigade arrive dans la pagaille générale, sur une plage qui n'est certes plus bombardée, mais qui se réduit à cause de la marée. La 7e et la 8e brigade doivent assurer la progression.
Sur la droite, les Canadiens Scottish récupèrent la compagnie C et se dirigent vers Sainte-Croix. Mais finalement, ils laissent les Winnipeg prendre le village. Le lieutenant-colonel des Canadiens Scottish choisit de pousser vers Colombier-sur-Seuil et Pierrepont. Une mitrailleuse et des tireurs embusqués ralentissent l'assaut, mais finalement le flanc droit de Juno est sous contrôle. Les Winnipeg Rifles traversent Grey, passent par Banville, abandonné, et arrivent à Sainte-Croix, où les Allemands offrent une forte opposition. Il faut donc attendre l'intervention des chars pour continuer à avancer. S'ensuit quelques affrontements jusqu'à Creuilly avant de faire la jonction avec les hommes venant de Gold. À 14h, les carriers des Canadiens Scottish débarquent, traversent Banville avec l'aide des Priest, puis rejoignent la compagnie A avant d'avancer pour Colombières-sur-Seuil et Pierrepont. La progression est bonne, mais la jonction avec les Regina Rifles venant de Rivière n'est pas faite. After we got so far in past these positions that were knocked out, we were told to dig in, and then another company come behind and passed through us, and they carried on the battle. We just went as fast as we could up the road and got to the bridge, found the place, the little village, and took it, and we got into a firefight. Les Regina Rifles, justement, sortent de Courseulles au début d'après-midi. Ils prennent Rivière et son pont qui franchit la Seuil, et c'est alors qu'un canon de 88, embusqué sur les hauteurs au sud, détruit 3 blindés avant d'être mis hors de combat. Les Canadiens reprennent leur avance vers 18h. Ils avancent vers Fontaine-Henri et le Fresque-Camille. Sur le chemin, les chars sont engagés d'abord par des mortiers, puis par un 88 qui détruit 5 Charman avant qu'un blindé indemne le neutralise. Les compagnies les plus fraîches, la B et la C, poursuivent alors l'avancée pour prendre Fontaine-Henri et Fresque-Camille en fin de soirée. Pour la 8e brigade, la situation est plus difficile. Les Queen's Hunts Rifles nettoient encore les alentours de Bernières. Le régiment de la Chaudière se trouve néanmoins en mesure d'avancer vers Bény-sur-Mer. Une compagnie s'occupe de neutraliser une batterie de 100 mm à l'ouest du village, puis reprend la route pour finir avec leurs camarades par nettoyer Bény-sur-Mer au milieu de l'après-midi. Les chauds continuent ensuite vers Basly et Colombie-sur-Thaon. Mais tout au long du chemin, les Allemands ralentissent, voire stoppent, à certains moments, la progression. Les Queens, les hommes de la Chaudière et les chars, se lancent alors dans un assaut conjoint pour avancer. Les chauds poussent vers Colombie-sur-Thaon avec succès, mais finissent par rencontrer une forte résistance dans le village. Sans l'appui des chars, ils encerclent la localité pour sécuriser la route d'accès. À gauche, les chars se portent devant l'infanterie pour atteindre Ogemi puis Anizy. Mais les Queens rencontrent les mêmes difficultés que les chauds. Ils sont stoppés par des mitrailleuses et des tirs de mortier. Kearney sera finalement capturé à 17h30, puis Anizy peu après. Sur la gauche, le North Shore Regiment a passé sa matinée à nettoyer le WN-27 et Saint-Aubin. Ils partent ensuite pour Tailleville, où ils découvrent des défenseurs extrêmement déterminés, notamment autour du QG du 736e régiment de grenadiers. Les Canadiens encerclent alors le village pour prendre d'assaut les points de résistance ennemis qui leur font tant de tort. Et malgré l'intervention des chars, la prise de Tailleville s'avère très coûteuse. Après d'âpres combats, les Allemands se rendent ou s'enfuient. En fin d'après-midi, la 9e brigade commence à pousser vers le sud, vers la route de Cambayeux. Le Nord Nova Scotia Highlander arrive à se dégager de la plage pour foncer vers le sud, mais il n'y a pas assez de chars ni de bicyclettes pour transporter tout le monde. Pour résoudre le problème, des hommes grimpent sur les caisses de munitions tirées par des chars. Un moyen de transport peu confortable, certes, mais terriblement efficace. Le bataillon passe dans la ligne des chauds, vers 18h20, et mène l'assaut vers Villon-les-Buissons. Les Allemands résistent à Colombie et Villon, ce qui ralentit la progression, et ce, malgré la présence des chars. Il ne reste que 2 heures de jour pour attaquer les objectifs. Une colonne de blindés est donc formée pour progresser. La colonne roule tranquillement pendant environ 2,5 km, jusqu'au moment où la colonne fait face à des tirs allemands. Le temps de nettoyer leur position, la nuit est tombée. La route Cambayeux est encore à 6 km et ne pourra être atteinte le 6 juin. Sur le flanc gauche, c'est l'inquiétude. La jonction n'est pas faite avec les hommes de Sword, d'autant plus que la 21e Panzer Division a contre-attaqué et a atteint la mer, même si elle n'a pas brisé la progression des Alliés. Le général Keller décide alors d'aligner des troupes entre Augerny
et Onizi pour stopper toute contre-attaque allemande. Le général constate que ses hommes ne pourront pas aller plus loin. Il décide alors de consolider ses positions en vue de la nuit. Les Canadiens ont souvent fait partie de ces nations maudites à la guerre. Les jeunes Canadiens ont été envoyés sur des lieux qui ne leur réservaient que souffrance. C'est Vimy en 1917, c'est Dieppe en 1942 et c'est Juno en 1944. Néanmoins, l'action des Canadiens ce 6 juin est assez paradoxale. D'une part, ils ont réalisé la meilleure avance de toutes les armées alliées en atteignant la 2e ligne d'objectifs voulue par l'état-major. D'ouest en est, les Canadiens ont atteint les localités de Creuilly, Pierrepont, Fresnes-Camilly, Villon-les-Buissons, Anizy, Anguerny et Tailleville. Pourtant, cette progression ne s'est pas faite sans dommage. Sur 14 000 hommes débarqués, 914 sont tombés ce jour-là, dont 340 qui ne se sont jamais relevés. Cela fait donc de Juno Beach le second secteur le plus meurtrier après Omaha. Ce taux de perte surprenant pour une telle avancée s'explique par la volonté des défenseurs. Le renseignement allié s'était trompé en pensant que les Allemands étaient des hommes de faible combativité. Bien au contraire, ils ont obéi aux ordres et ont défendu la côte autant qu'ils le pouvaient. Il faut rappeler que certains Allemands ont résisté plusieurs jours en s'enfermant dans les blocos. On est donc bien loin de l'historiographie anglo-saxonne qui consiste à dire que le débarquement fut une promenade de santé et où les Alliés ont débarqué sans dommage. Les Canadiens ont certes bien progressé, mais la résistance les a fortement ralentis. Cette idée anglo-saxonne, qui nous vend une libération rapide et facile, est peut-être due à la faible présence allemande en Normandie. Mais en y regardant de plus près, les Allemands avaient-ils une chance de repousser les Canadiens ? La 716e division allemande s'est retrouvée face à 3 divisions alliées, possédant une supériorité numérique et matérielle absolue. De fait, les défenseurs ne pouvaient que lâcher prise face à une telle débauche de moyens. Face à 14 000 hommes débarqués dans le secteur canadien, les forces allemandes ne devaient être que de 2 000 hommes. De plus, il y a une chose étonnante dans l'historiographie sur Juno Beach, et même sur le débarquement. C'est de ne trouver aucun chiffre sur les pertes allemandes. Aucune source consultée n'en fait mention. On pourrait bien sûr s'amuser à compter le nombre de prisonniers allemands sur les photos, mais les chiffres seraient erronés, et cela ne nous donne pas le nombre de morts ni de blessés. Peut-être cherche-t-on à nous cacher les pertes allemandes car bien inférieures aux pertes canadiennes, ou alors c'est la faute des historiens qui ne font pas les travaux nécessaires pour dénicher ces chiffres. Alors, outre ces problèmes historiographiques, le débarquement sur Juno va être, pour la jeune nation canadienne, un lieu de mémoire et d'affirmation de l'indépendance du pays. On retrouve donc des lieux symbolisant la mémoire du Canada. Le premier est le cimetière sur la commune de Révière, qui abrite les tombes de 2049 soldats, principalement de la 3e division canadienne. Tous les ans, et comme dans chaque cimetière militaire, des commémorations sont organisées pour faire vivre la mémoire des soldats morts au combat. Le second lieu est le musée qui se trouve sur la côte à Courseulles-sur-Mer. Son nom est le centre Juno Beach. Il a été ouvert en 2003 à l'initiative de vétérans et de bénévoles. Ce musée est un monument, ainsi qu'un centre pédagogique qui commémore les actions de l'armée canadienne durant la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci est géré par l'association du centre Juno Beach, une organisation qui accueille et guide les visiteurs à travers le musée, mais aussi à l'extérieur pour visiter ce qui reste du WN 31. Ainsi, il remplit 3 grands rôles. Apporter une infrastructure mémorielle pour montrer le rôle du Canada dans la guerre et son émergence sur la scène internationale, se souvenir et commémorer le sacrifice des Canadiens, et enfin éduquer les visiteurs sur le rôle du Canada dans la préservation des libertés que nous héritons aujourd'hui.
L'histoire du débarquement canadien n'est donc pas totalement finie. Il faudrait sortir de la lecture purement anglo-saxonne, entretenue par la mémoire canadienne, pour espérer saisir tous les éléments de cette journée. Il faut aussi rappeler que le débarquement ne fut pas le premier obstacle sur la route de la liberté. Au lendemain du 6 juin, les Canadiens allaient découvrir l'enfer du bocage, dans ce que l'on va bientôt appeler la bataille de Normandie.